Cours d'histoire. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner à notre magazine à partir d'€1 par mois en vous rendant sur le site internet histoire-et-civilisation.com. Michel Figeac, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université Bordeaux-Montaigne, spécialiste de la noblesse, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet, et vous venez de diriger la construction de l'État monarchique en France de 1380 à 1715, un ouvrage paru chez Armand Collin avec plusieurs auteurs, Thierry Dutour, Gauthier Mingou et enfin Pauline Valade, un ouvrage opportun bien évidemment puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de la nouvelle question au concours du CAPES externe d'histoire-géographie. Nous allons donc entamer avec vous une série de nos cours d'histoire consacrés à cette question. Nous allons suivre les périodes en nous penchant la semaine prochaine sur l'époque médiévale avec Thierry Dutour, puis sur la moderne avec Pauline Valade. Mais cette semaine, nous allons essayer de mieux saisir peut-être tout d'abord un concept. Comment définir, Michel Figeac, l'État monarchique ? Alors, pas du tout comme notre État-providence à nous. L'État monarchique, c'est un quadrillage baroque, comme le disait Pierre Goubert, dans la mesure où il faut se référer à la manière dont il s'est constitué. Il s'est constitué en agglomérant progressivement des fiefs, c'est-à-dire des régions entières, des villes, et à chaque fois que telle ou telle ville, telle ou telle région rejoignait le royaume, on donnait une série de privilèges à ces régions. Et donc, à l'arrivée, on a un royaume qui est un royaume où le privilège est une notion fondamentale, mais absolument pas quelque chose de cohérent, absolument pas une construction cohérente. Le résultat sur plusieurs siècles, et à l'arrivée des circonscriptions qui se chevauchent, parce que quand au XVIe siècle on crée les gouvernements, on crée une circonscription, quand ensuite au XVIIe on crée les intendances, ça se superpose, mais on ne supprime jamais rien. Donc on a quelque chose qui, comme disait Goubert, est relativement baroque à l'arrivée. Alors nous allons revenir bien évidemment au cours de ces 3 émissions sur ce que l'on appelle le droit coutumier, mais avant tout, il ne faut pas confondre l'État et la nation. Bien évidemment, l'État précède la nation. Alors, le terme de nation, au XVe siècle, n'a pas du tout le même sens que notre sens à nous aujourd'hui. Les nations, ce sont les pays, les régions, mais certes pas la nation au sens où nous l'entendons, qui est une notion beaucoup plus tardive, qui apparaît à l'extrême fin de l'Ancien Régime, à la veille de la Révolution, et qui est en quelque sorte dopée par la guerre sous la Révolution. Parce qu'auparavant, il faut par exemple, si on prend l'exemple de l'armée, vous n'avez pas d'armée nationale au XVIIe, XVIIIe siècle. Vous avez des bataillons étrangers qui sont en grand nombre. On a par exemple un bataillon de hussards hongrois au XVIIIe siècle. On a des Irlandais. On a différentes nationalités, mais on n'a pas une armée nationale au sens où elle va apparaître avec la Révolution. Et la nationalité, c'est une notion qui apparaît au début du XIXe siècle, autour de 1800, mais absolument pas dans la période que nous étudions tous les 4. Alors nous allons voir comment le principe dynastique est important et au fond précède la nation, mais avant tout, pourquoi cette date de 1380 à 1715, donc la mort de Louis XIV, n'est-ce pas une façon de réhabiliter le Moyen-Âge et ou de considérer la coupure de 1492 comme une coupure artificielle ? Alors c'est vrai qu'elle a quelque chose d'artificiel. Elle ne marche pas, par exemple, pour l'Italie, puisque la Renaissance commence bien plus tôt. Elle commence au XVe siècle, donc ça ne fonctionne pas très bien et c'est une coupure effectivement artificielle. Ceci dit, en ce qui concerne là les 2 coupures qui ont été choisies, on est dans le cadre d'un programme de concours. Elles ont été choisies avant tout pour la commodité du programme, pour rapprocher les 2 périodes, puisqu'on est sur 4 périodes
périodes, et en fait, il y en a que 3 qui tombent. Donc, pour qu'il y ait à la fois de l'histoire médiévale et de l'histoire moderne, je dirais que c'est totalement pragmatique et relativement discutable, parce que 1380, ça correspond à Charles VI. Moi, personnellement, j'aurais commencé avec Philippe le Bel. 1715, oui, bien sûr, c'est la mort de Louis XIV, mais on aurait pu aller aussi bien jusqu'en 1789. Évidemment, on étirait le programme, mais pour les étudiants, il y en avait déjà suffisamment probablement. Mais c'est pas totalement cohérent. Ceci dit, je vous rejoins. Toutes ces coupures ont un aspect artificiel. C'est pas moi qui vous dirais le contraire. Ma propre thèse commence en 1770 et se termine en 1830, donc est à cheval sur la Révolution française. Faut-il découper l'histoire en tranches, disait Voilà. Le Goff. Alors, l'idée de construction induit l'idée d'élaboration. Existe-t-il un dessein, une volonté visant à renforcer, à construire cet État? Peut-on parler même d'une forme de déterminisme et d'un mouvement inexorable? Non, certainement pas. L'idée comme quoi l'absolutisme serait théoriquement déjà au point à l'époque de Louis XI, puis de François Ier, et puis l'idée un peu finaliste comme quoi on irait vers une espèce d'apogée avec Louis XIV, une continuité jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, ça ne tient pas vraiment. Je crois que les guerres de religion jouent un rôle fondamental, et c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant qu'elles soient au milieu de la période. On les étudie au milieu de la période, et je pense que ça a un vrai sens. Il faut voir que au départ, la monarchie, je pense par exemple à un événement en 1527, en juillet 1527, 24 juillet 1527, François Ier rentre d'Espagne, il tient un lit de justice à Paris, devant le Parlement de Paris. Il est très mécontent parce que, en son absence, les parlementaires ont fait des remontrances et ils ont critiqué sa politique religieuse, ils ont critiqué sa politique diplomatique, et il rentre, il est extrêmement mécontent. Alors il écoute l'un des présidents du Parlement qui lui fait ses remontrances, qui lui dit qu'il a effectivement un pouvoir absolu, mais un pouvoir absolu qu'il doit utiliser avec pragmatisme, avec prudence et de manière très exceptionnelle, dans des circonstances exceptionnelles. Et ce président du Parlement y oppose une autre vision, qui est sa vision à lui, qui est une vision plus libérale de la monarchie. Et donc l'absolutisme, au sens où le roi n'a pas à obéir à des lois, doit obéir aux lois, l'absolutisme, c'est quelque chose qui s'impose, mais avec des reculs, et incontestablement la période des guerres de religion est un recul, donc on peut pas parler d'une continuité, d'une construction continue durant ces 3 siècles. Quels sont alors les éléments déterminants de la construction d'un État? La volonté, le droit, la domination politique? Alors la volonté, certainement. La personnalité de certains rois joue beaucoup. La personnalité de François Ier, d'Henri II, d'Henri III, qui est un roi qu'on n'a pas suffisamment pris en considération, mais qui réglemente beaucoup. De Louis XIV, bien évidemment. Les juristes, ça joue énormément. On parlait tout à l'heure des guerres de religion. Eh bien, il y a un juriste qui joue énormément, c'est Jean Bodin, et sa réflexion sur la souveraineté joue énormément dans l'évolution vers l'absolutisme. Ces ouvrages qui sont publiés en pleine guerre de religion ont un grand rôle, tout comme les juristes du début du XVIIe siècle. On pensera à Loiseau, on pensera à Cardin-Lebray. Donc, incontestablement, il y a toute une réflexion juridique chez les parlementaires aussi, qui est à prendre en compte et qui joue énormément. Alors, dans la construction d'un État, il y aurait des éléments à la fois
endogènes et exogènes. Les guerres participent au fond de l'élaboration de l'État, tout comme nous vous évoquions les guerres de religion, qui sont des éléments plus internes au fond de ce qui relèverait de ce qu'on appellerait, nous, la politique intérieure. Oui, alors les guerres de religion, incontestablement, et la volonté de ne plus connaître cela, et des éléments externes. Les guerres extérieures, bien évidemment, jouent énormément, et pour cela, il n'y a qu'à revenir à la guerre de 30 ans, et à l'entrée de la France dans la guerre de 30 ans. Dans les années 1630, la décision de Richelieu et de Louis XIII d'entrer dans la guerre de 30 ans joue un rôle considérable, parce que en 1635 on a un tour de vis fiscal, on a un royaume qui pourtant souffre énormément, puisque les grandes crises démographiques, les grandes pestes en particulier, se sont manifestées au début des années 1630, mais malgré cela, il y a un véritable tour de vis fiscal à partir de 1635, notamment sur la taille. Donc les guerres jouent énormément dans cette affaire. Voilà. Alors, Rousseau a beaucoup parlé du contrat social. Est-ce qu'il a existé tout au long de la construction de l'État monarchique une forme de contrat? Alors, je connais bien évidemment la réponse puisque j'ai lu votre ouvrage, mais il y a parallèlement à cette idée de contrat un consensus, qu'on appellerait un consensus. Comment définir ces deux termes? Comment les analyser l'un et l'autre dans le contexte de l'État monarchique? Alors, il y a des grands principes. Il y a ce qu'on appelle à l'époque une constitution du royaume, terme qui n'a bien sûr rien à voir avec la notion de constitution moderne. Cette constitution, c'est un ensemble de grands principes, comme par exemple la loi salique, qui exclut les filles de la succession. Après, la notion de contrat, c'est une notion qui apparaît beaucoup justement au moment des guerres de religion, en particulier chez des théoriciens protestants, les monarchomaques, et elle est évacuée comme une notion relativement dangereuse à l'époque moderne, ensuite au XVIIe siècle. Elle était apparue aussi, elle avait été maniée dans un but très différent chez les ligueurs, cette notion de contrat. Et donc, elle réapparaît à l'époque des Lumières sous la plume de Rousseau, oui. Donc c'est un concept qui n'est pas propre à l'époque moderne, qui existe avant aussi au Moyen-Âge, qui existe. Oui. Alors l'État en lui-même, l'État est centripète et il doit faire face à des forces elles-mêmes centrifuges, mais entre deux, si je puis dire, existait-il une régulation des rapports entre gouvernants et gouvernés? Oui. On parlait tout à l'heure, par exemple, des parlements. Eh bien, les parlements ont toujours considérer que, bon, ils ont un rôle judiciaire, mais ils ont aussi un rôle politique à jouer, puisque ils enregistrent les édits royaux. Et que donc, à cette occasion, ils font éventuellement des remontrances que le roi peut contourner en tenant un lit de justice. Et cette capacité politique qui est dans le droit de remontrance, que Louis XIV avait bien senti, puisque Louis XIV a suspendu le droit de remontrance, qui est rétabli en 1715. Il l'a suspendu, mais enfin, il n'en demeure pas qu'il y ait toujours des négociations. Il y a toujours des négociations entre les parlementaires et la monarchie. Dans les années 1680-1690 et au XVIIIe siècle, le droit de remontrance ne cesse d'être utilisé de manière de plus en plus fréquente sous Louis XV et sous Louis XVI, parce que ils se considèrent comme les protecteurs des populations contre l'absolutisme triomphant depuis Louis XIV. Et les parlementaires, les juges et magistrats récupèrent tout un ensemble de textes qui étaient parus depuis le XVIe siècle et qui avaient proliféré au moment de la Fronde en particulier, notamment les textes d'Omer Talon et d'autres. Les doléances sont aussi un moyen de réguler les relations entre gouvernés et gouvernants. Absolument. Dans le cadre, les doléances dans le cadre des États généraux
généraux qui ont été extrêmement fréquents au XVIe siècle, au moment des guerres de religion justement, mais qui, depuis 1614, n'ont pas été rétablis. C'est-à-dire qu'entre 1614 et 1789, il n'y a plus de réunion des États généraux. Il a failli y en avoir une en 1649, mais ça n'est pas allé au bout. Et puis vous avez également, autre instance de régulation, les États provinciaux. Mais uniquement sur des provinces qui sont périphériques, comme le Dauphiné, le Languedoc, la Bretagne, et qui ont la capacité à consentir l'impôt. Et là, ces provinces-là sont avantagées, c'est-à-dire que elles paient moins d'impôts que les pays d'élection. Je me permets, chers auditeurs, de vous renvoyer à l'émission enregistrée avec Michel Boubenitschek sur les doléances, puisqu'elle a dirigé un ouvrage publié donc sous les presses de l'école des Chartes. Alors, Michel Figeac, vous êtes moderniste, on va faire un petit focus sur l'époque moderne, et on le sait bien, les clichés ont malheureusement la vie dure en histoire. Dès les premières pages de l'ouvrage que vous avez dirigé, La construction de l'État monarchique en France de 1380 à 1715, eh bien, vous soulignez que la noblesse n'a pas été domestiquée. D'où vient exactement ce cliché d'une noblesse domestiquée par un pouvoir absolu? Alors très clairement, il vient des historiens de la Troisième République, des historiens positivistes, des manuels scolaires de la Troisième République, de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle, parce que on charge volontairement l'Ancien Régime, et l'image de la domestication à Versailles va bien dans le sens d'un pouvoir absolu qui écraserait tout. Alors, c'est une image qui est inexacte, et il suffit de regarder ce qui s'est passé au lendemain de la Fronde. Au lendemain de la Fronde, le Grand Condé, qui est le prototype des frondeurs, quitte la France, et quand il revient, à la fin des années 1650, en fait, c'est un marché qu'il passe avec Louis XIV. C'est pas du tout Louis XIV qui impose sa volonté. La cour, c'est un marché, c'est-à-dire que les nobles, ils acceptent d'aller à la cour, mais ils en tirent des pensions, ils en tirent de l'argent, ils en tirent incontestablement une série d'avantages. Et par ailleurs, cette noblesse qui se battait en duel, cette noblesse qui avait un comportement très difficile à canaliser, est bien obligé de se canaliser. Ça posait à cette noblesse un énorme problème démographique, l'histoire des duels. Donc tout ça, je ne dis pas que les duels ont disparu, certainement pas, il y en a encore jusqu'en 1789. Il n'en demeure pas moins qu'ils n'ont pas le retentissement qu'ils pouvaient avoir encore dans la première moitié du XVIIe siècle. Donc c'est pas ça, la domestication, c'est des animaux qu'on met en cage, il y a absolument pas d'animaux qu'on a mis en cage à Versailles, et je vous renvoie là à ce qui est pour moi la meilleure biographie de Louis XIV, celle d'Olivier Chaline, qui a très bien démontré tout ça. Alors, autre cliché précisément sur la noblesse dont vous êtes spécialiste, l'idée d'une noblesse uniforme. C'est une vision qui peut paraître à première vue assez logique si l'on considère la division de la société en trois ordres, et pourtant il existe au sein de la noblesse une véritable diversité. Oui, absolument. Ça vient de la diversité dans laquelle, d'abord, bon, il y a une petite partie de la noblesse qui est très ancienne, mais c'est uniquement une petite partie, celle qui remonte au XIe siècle, elle est très minoritaire. Beaucoup de ces vieilles familles ont disparu, et en particulier ont disparu au moment des guerres du Moyen-Âge. L'origine de la noblesse en France explique cette diversité. Vous avez une noblesse d'épée, aux origines anciennes, ou relativement anciennes, et vous avez au départ une noblesse de robe. Cette noblesse de robe, dont on parlait au travers des parlementaires, mais il n'y a pas que les parlementaires, qui ne cesse de se développer à partir du XVe siècle et d'augmenter jusqu'à la fin. Et puis vous avez également d'autres catégories plus récentes. Certains financiers ont été anoblis. La noblesse des secrétaires du roi qui ont été anoblis directement, qui sont en fait très souvent des négociants enrichis. On a ces catégories-là, notamment dans les ports. Donc on a une très grande diversité. Vous avez la gentilhommerie rurale. Il est évident que la gentilhommerie rurale ne vit pas sa noblesse comme celle de Versailles. Et ce clivage
ville-campagne est l'un des grands clivages qui divise la noblesse au XVIIIe siècle. Donc, c'est pour ça que dans un de mes ouvrages, j'ai pu parler plutôt d'un kaléidoscope nobiliaire. Alors, dernière question, Michel Figeac, toujours sur l'absolutisme. Est-ce que Louis XIV, au fond, fut ce roi si absolu qu'on veut bien le dire? Existait-il, pour ainsi dire, une opposition au roi? Et si oui, comment s'exprimait-elle? Sous quelle forme? Alors, il a toujours effectivement eu une opposition au pouvoir de Louis XIV, et c'est pour ça tout à l'heure que je vous ai dit que le modèle absolu ne s'était pas imposé de manière régulière. Cette opposition, elle existe. Il y a encore des complots qu'on oublie trop. Par exemple, au milieu des années 1670, en 1674, à Rouen, en Normandie, la Normandie a toujours été une province agitée. C'était la province des nu-pieds. C'est une province qui a fait la fronde, qui a beaucoup frondé. C'était la province de la duchesse de Longueville. Et donc, en Normandie, en 1674, il y a un nouveau complot qui est fomenté par le chevalier de Rohan, de cette famille qui est une famille très difficile à canaliser au XVIIe siècle, parce qu'il y a eu des protestants. C'est pas le cas du chevalier de Rohan, qui est un cadet, hein, et qui organise un complot avec un penseur spinoziste d'origine hollandaise, assez âgé. Alors le fait, plein môme, c'est à l'époque de la guerre contre les Provinces-Unies. Donc c'est extrêmement mal perçu, et à l'arrivée, il sera décapité. Mais il avait soulevé toute une partie de la petite noblesse normande. Et puis, plus spectaculaire encore, il y a toute une contestation qui vient des ducs, c'est-à-dire de la catégorie la plus aristocratique de la noblesse. Bon, on connaît les critiques du duc de Saint-Simon, hein, qui sont dans ses mémoires, mais il y a plus dangereux pour le pouvoir. Il y a des critiques dans les années 1690 qui viennent du milieu des ducs, en particulier autour de Fénelon. Fénelon, qui est quand même le précepteur des enfants de France, du duc de Bourgogne. Fénelon écrit en 1694 une lettre qui est manuscrite et qui est diffusée à la cour. Alors, est-ce que Louis XIV l'a lu ou pas? En tout cas, il dit très clairement que les guerres de Louis XIV entraînent la misère du peuple, et il lui dit: vous affamez votre peuple. Alors, on finira par plus ou moins savoir qui est à la base de la fameuse lettre, et en 1700, il est exilé, il est renvoyé dans son archevêché de Cambrai. Mais il continue, en fait, après, à conspirer, puisqu'en 1711, il est avec le duc de Chevreuse à l'origine d'un texte qui s'appelle les Tables de Chaulnes, qui est un texte qui voudrait revenir à l'origine de la noblesse, c'est-à-dire un gouvernement avec la partie la plus aristocratique, qui sera plus ou moins réalisée par la polysynodie sous la Régence. Eh bien, merci beaucoup Michel Figeac d'être venu à notre micro afin d'évoquer la construction de l'État monarchique en France 1380-1715, un livre que vous avez dirigé, paru chez Armand Collin, et je recevrai dans les prochaines semaines Thierry Dutour pour la partie médiévale et enfin Pauline Valade pour la partie moderne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à très bientôt donc pour un nouveau cours d'histoire.